Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot, le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Donc, je suis Johan Montenot, chargé de projet en design. Et aujourd'hui, nous faisons une conférence sur l'éco-design et on a invité Bruno Rust du collectif Alternative Design. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette conférence fait partie d'un cycle de conférences que nous faisons régulièrement au Design Spot. La prochaine sera le 14 avril à 18 h cette fois-ci chez Matériaux, donc sur la thématique des matériaux, évidemment. Et Matériaux est une base de données matériaux. Donc on sera avec Quentin qui nous présentera son approche autour des matériaux innovants. Et puis nous aurons semaine prochaine également un retour d'expérience sur le projet MyPol, un projet d'interface, design d'interface, avec l'atelier universel. Et ensuite, un atelier workshop qui se déroulera au Design Spot, donc sur c'est quoi le design. Donc on fait une petite initiation au design en mode atelier, et ce sera le 7 avril à 13 h 30. Voilà, donc vous serez les bienvenus. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, donc, on fait cette conférence sur l'éco-design, et on a invité Bruno. Bruno, je vais te laisser te présenter, et donc ensuite dérouler ta présentation. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se fera une pause à la moitié de ta présentation. On pourra donc recevoir. Enfin, moi, je te poserai des questions, et nous recevrons aussi des questions donc, du public. Et puis ensuite, on fera une dernière session questions-réponses à la fin de ta présentation. Super. Voilà. Ça te va? Super, parfait. Ok. Et bien maintenant, je te laisse la main. Ok, génial, merci. À toi de jouer. Ok, merci. Merci Johan, merci au Design Spot de me recevoir. Donc du coup, je vais vous présenter déjà qui on est, enfin qui je suis. Donc je suis Bruno Rust, je suis designer de formation. J'ai travaillé beaucoup dans l'univers du packaging en début de carrière, chez Danone principalement, puis après en agence, dans une agence qui s'appelle Team Créatif. Et en fait, au bout de quelques années, j'ai décidé de fonder le collectif qui s'appelle Alternative Design. Ce collectif, il a pour but de travailler avant tout sur un design plus responsable et de travailler aussi bien sur des sujets, j'allais dire comme toute agence, comme tout collectif, avec des devis, mais également de travailler de façon proactive, un peu comme si on aimait, on cherchait vraiment à rechercher et à trouver des nouvelles solutions. Donc du coup, là, l'idée, c'est plus de vous présenter c'est quoi un peu l'éco-conception, notre vision aussi, en tant que collectif de l'éco-conception. Donc du coup, l'idée déjà, c'est la base, un peu de contexte. On sait qu'aujourd'hui, on est peut-être allé un peu trop loin dans notre outil de production. On voit ici un linéaire qui est rempli. Comme je disais, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'univers du packaging, mais c'est vrai qu'on se rend compte que la production de produits est trop grande et surtout, jusqu'alors, elle a été très peu, on va dire, optimisée d'un point de vue écologique et qu'on consomme et qu'on produit beaucoup sans trop se rappeler de comment on peut faire attention à la planète. Si on continue comme ça, on sait que c'est pas bien, on sait que ça va un peu mal se terminer, on sait que par exemple que d'ici à 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, et donc on sait aussi que le 7e continent qui se forme avec tous ces déchets plastiques est un gros problème vraiment climatique et de pollution, et donc il faut essayer de trouver des solutions pour essayer de consommer moins de plastique et de voir des solutions différentes. Et pareil, donc, quand on parle de plastique, souvent on le met en rapport avec le papier. Ce qu'on voit également, c'est qu'on se dit le papier c'est mieux, mais il faut quand même imaginer qu'il faut à peu près 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier. Donc c'est vrai que malgré le fait que le papier soit quand même plus vertueux d'un point de vue impact, ça reste encore une fois une pollution et une fabrication qui est quand même assez compliquée. Juste pour parler rapidement des énergies fossiles, le plastique c'est du pétrole. On voit le problème du pétrole aujourd'hui aussi avec le coût des matières pétrole qui s'enflamment. Mais il faut aussi s'imaginer que c'est une matière fossile, donc un jour on n'en aura plus. Donc effectivement, on estime qu'à peu près on a encore 50 ans de réservoirs, si je puis dire, de pétrole. Donc à un moment, il va falloir forcément trouver des solutions, et pas que pour le plastique, pour aussi toute notre façon de se déplacer. Et puis il y a d'autres énergies comme le gaz, comme le charbon, qui elles sont un peu plus grandes dans les réserves, mais pareil, sont des énergies fossiles. Donc un jour, il n'y en aura plus. Donc il va falloir trouver des alternatives. Le jour du dépassement, c'est une notion qui est assez intéressante à partager pour comprendre. Le jour du dépassement, en fait, c'est cette date qu'on estime dans l'année, dans chaque année. Alors, il faut aussi comprendre qu'elle grandit de plus en plus. Cette date, c'est la date à laquelle la consommation annuelle que peut produire l'humanité est dépassée.
Et donc, on s'en rapproche, quoi, c'est ça. Et voilà, exactement. Oui, pardon, elle se rapproche, tu as raison, Yuan, de préciser. Et du coup, aujourd'hui, donc cette année, on était au 19 juillet. Ça veut dire que, en tout cas, en France, en 19 juillet, logiquement, si on avait juste notre production, on ne pourrait plus rien vivre, on a déjà tout écoulé. Et donc, c'est bien évidemment parce qu'il y a des gens qui consomment de façon différente, que malheureusement, il y a des gens qui ne mangent pas encore à leur faim et que nous, probablement occidentaux, on mange trop, que cette production, elle peut s'équilibrer. Mais donc, effectivement, il faut aussi se rendre compte que de plus en plus, cette date, elle est de plus en plus tôt dans l'année, et que si, encore une fois, on continue comme ça, en 2050, on sera autour d'avril. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez... Je crois que tu en parles après, mais c'est parce qu'on consomme plus de ressources que celles qui sont disponibles. Exactement. Sur notre territoire. Sur notre territoire, exactement. Et donc, il y a des pays qui en consomment beaucoup plus. Et donc, c'est ce qu'on va voir justement après. Et donc, effectivement, il y a des pays, il y a des continents qui produisent beaucoup trop. Par exemple, la Chine produit 2 fois plus que sa biocapacité. Donc, le terrain sur lequel elle produit, elle le sature tellement, elle devrait pas pouvoir, mais elle y arrive, entre guillemets, elle octroie un petit peu ce qu'elle pourrait faire. Et puis à côté de ça, il y a effectivement les États-Unis qui, eux, à l'inverse, vont beaucoup plus être dans la surconsommation. Ils vont avoir tendance à doubler ils vont avoir tendance à doubler leur consommation de produits par rapport à ce qu'ils devraient normalement consommer, enfin leurs ressources naturelles. Donc c'est effectivement ce jour du dépassement qui est effectivement beaucoup plus spécifique sur les pays comme les États-Unis par exemple. Et donc, globalement, on en arrive à des solutions qui sont de se dire comment on pourrait avoir des produits plus vertueux. Et donc, on parle beaucoup de choses. Donc là, c'est aussi quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'on parle beaucoup de biodégradabilité, de compostabilité, on parle beaucoup de recyclage, de recyclable, de recycler. Et c'est vrai qu'il y a un langage qui est assez confus. Aujourd'hui, par exemple, au sein du Conseil national de l'emballage, le terme biodégradable a été interdit en 2022. On n'a plus le droit de le faire figurer sur l'emballage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est plus. Ça veut dire qu'ils sont partis en guerre pour essayer de faire en sorte qu'il n'y soit plus. Et c'est vrai que le mot biodégradable, surtout pour un consommateur, il a tendance à être un peu perçu d'une façon un peu miraculeuse, c'est de se dire si j'ai un emballage qui est biodégradable, je peux le prendre, je peux le jeter dans la nature, il va se dégrader. Okay. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc ça va mettre dans son compost et on va... Par exemple. Et donc c'est vrai qu'on est en train de remplacer le mot biodégradable par compostable pour essayer de trouver le moyen d'avoir des solutions, on va dire, un peu plus vertueuses et surtout de faire comprendre aux consommateurs ce qu'il faut réussiir à faire. Sachant qu'il y a des subtilités même sur le compostage, si c'est un compostage industriel ou un compost qu'on peut appeler home compost. Home compost, ouais, c'est ça. Ouais. Donc pour le composter dans son propre composteur chez particulier. Et donc c'est beaucoup de subtilités, donc beaucoup de termes différents, beaucoup de subtilités qui font que ça complexifie un petit peu le discours par rapport à toutes ces... Exactement. Et on sent que le consommateur ou que l'utilisateur est un peu perdu dans ce langage qui est des fois un peu confus. Et donc le point aussi dont je voulais parler, c'est par exemple le terme recyclage. Le terme recyclage, c'est quoi ? Il faut comprendre que le recyclage est strictement ancré par rapport à un pays. C'est-à-dire qu'en France, il l'est d'une certaine façon, aux États-Unis, il est d'une autre, dans d'autres pays, il est encore très différent. Aujourd'hui, le recyclage, en tout cas, encore une fois, dans les choses qu'on arrive à recycler, c'est qu'on arrive à identifier des filières de recyclage. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des packaging ou des emballages qui sont recyclés, parce qu'ils ont une filière qui a été créée pour pouvoir recycler les produits, au lieu que d'autres ne le sont aujourd'hui pas. Donc c'est vraiment cette idée de se dire qu'est-ce qui est recyclable versus ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que la matière est recyclable, ça ne veut pas dire que le produit l'est en tant que tel, ça veut juste dire qu'on a identifié, on a créé une filière qui permet le recyclage de ces produits. On va parler un peu du cycle de vie du produit. En fait, ce qui nous intéresse dans le cycle de vie, c'est de comprendre toute la vie, de la naissance d'un produit jusqu'à sa mort, si je dois imaginer la chose. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment nous, designers, on va pouvoir intégrer ces différents moments de la vie du produit, comment on va réussir à avoir cet impact sur les différents moments de la vie. Donc le cycle de vie d'un produit, on le prend depuis la naissance, donc depuis la conception. Donc, comme nous, designers, on va essayer d'identifier la meilleure façon de le faire. Et puis il va y avoir comme ça 5 moments un peu clés depuis l'extraction de la matière première jusqu'à la fabrication en usine, puis le transport, puis le moment où je vais l'acheter, je vais l'utiliser, je vais avoir l'usage de mon produit jusqu'à la fin de vie, donc le passage à la poubelle, et qu'on espère bien évidemment le plus tard possible.
Rapidement, pour comprendre ce que ça veut dire derrière, différentes étapes. Donc la première étape qui est de l'extraction de la matière première, ça veut dire extraction avec de l'énergie, ça veut dire qu'on va aussi beaucoup polluer. Souvent en plus quand c'est des matières premières qui sont extraites dans des pays alors asiatiques ou autres, on n'a pas les mêmes normes que nous en Europe, donc ils sont un peu moins regardants sur ce qui va être rejeté dans les sources ou dans ce genre de choses. Donc c'est aussi la problématique de voir les choses qui sont produites en Asie, c'est que malheureusement il y a une grosse pollution d'extraction des matières derrière, et que ça c'est assez compliqué d'avoir des filières sur certaines matières qui sont vraiment neutres dans l'extraction. Donc rien que l'extraction d'une certaine matière, quand on choisit par exemple du bois versus de l'acier, on le verra sur un exemple dont on va parler après, c'est vrai que ça peut déjà engendrer pas mal de problèmes et pas mal de polluants. Entre autres, la surface nécessaire au sol, aussi. Qui est aussi un des impacts qui est calculé dans les d'ACV, ouais. et qui ne sont pas visibles pour nous, puisque c'est dans des pays qui sont lointains. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de cet impact-là. Clairement, ouais, non, c'est vrai. Le deuxième point, du coup, ça va être la fabrication. Donc, comment on va fabriquer nos produits. Et donc, encore une fois, alors on met l'image ici d'une fabrication en Asie, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est là où sont fabriqués la plupart de nos produits. Ça va être, encore une fois, la gestion d'une usine, comment est produite l'électricité dont je vais avoir besoin pour produire mes produits qui sont fabriqués à l'intérieur, quelles sont les matières qui vont être transformées, comment elles vont être transformées. Et puis aussi, finalement, comment je chauffe mon usine. Enfin bref, c'est toute l'énergie qui va être gérée là-dedans. Et c'est encore une fois ce problème, si je puis dire, de tout ce qui va être produit en Asie. On a beaucoup moins de regard sur beaucoup de choses. Alors il y a aussi bien évidemment le côté social qui est très dur à savoir, mais tout le côté écologique est compliqué puisqu'ils ne sont pas du tout les mêmes normes que nous, et qu'une usine française est très différente dans son impact qu'une usine qui va être un peu plus loin dans le monde. Oui, et les sources énergétiques ne sont pas les mêmes non plus. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent, la décarbonisation, c'est qu'on dit souvent que nos produits sont assez décarbonés parce qu'on a une énergie électrique qui est principalement nucléaire en France. Par exemple, en Chine, l'énergie, enfin la création d'électricité est faite à partir de centrales au charbon. Donc forcément, charbon qui est extrêmement chargé en CO2 dans la conception. Et donc forcément, on a des produits, tous les produits technologiques sont extrêmement impactants au niveau de l'empreinte carbone. Après, ils sont en transition aussi. Alors bien sûr, oui. Ils mettent en place aussi des énergies moins impactantes, ouais. Plus vertes, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut le dire. Mais déjà moins impactantes. Ouais. Moins impactantes. C'est vrai. Après, il y a le transport. Donc, encore une fois, tout dépend quel transport on va privilégier. Il y en a 4 principaux là sur le chart. On voit surtout le train, le routier et le maritime. Il y a bien évidemment aussi l'avion. Et donc, l'idée, c'est que beaucoup de maritimes, alors le maritime, on a tendance à croire que c'est quand même plus vertueux, mais pour autant, forcément, il faut quand même une énergie, souvent issue du pétrole, qui va ramener pas mal de polluants, qui sont aussi... toute la partie, malheureusement, quand les tankers s'échouent, genre de choses qui créent encore plus de polluants. Alors, c'est un facteur très, très faible. Mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir de plus en plus de fret par voie, par train. Et on essaie aussi de faire par voie fluviale. Mais forcément, on finira toujours par un fret qui est celui des transports routiers. Et quoi qu'il arrive, celui-ci aura forcément un impact aussi assez important, puisque forcément, on aura des grandes émissions de CO2 avec du routier. Même si la chose qui est quand même importante de voir sur une ACV, c'est que la plupart du temps, quand même, le transport reste l'impact le plus faible de tout le mix. Je le dire. Tout à fait. Ouais. Les matières premières sont un des... Exactement, et les matières premières sont le plus gros impact. Ouais. Exactement. Mais bon, ça reste des règles générales, mais pour chaque produit c'est spécifique, puisque je sais plus si on en parle dans ta présentation, mais les produits qui consomment de l'énergie dans leur durée de vie, pendant leur durée de vie, c'est sur ces éléments-là, sur cette phase-là spécifique de l'usage, où il peut y avoir un impact important. Mais sinon, la plupart du temps, effectivement, ce sont les matières premières. Exactement. Yes. Et du coup, la cinquième axe, c'est l'usage. C'est de se rendre compte que déjà, quand on va utiliser un produit, ça va demander de l'énergie. On a pris l'exemple d'un aspirateur, forcément, il faut recharger les batteries et mettre de l'électricité dedans. Ça peut demander de l'eau, par exemple, si je dois le nettoyer. Ça peut aussi créer des polluants, comme une fois l'aspirateur, il va aspirer des choses, donc il faut les vider, donc il faut les mettre dans une poubelle. Donc c'est aussi tout cet usage qu'il faut prendre en considération pour faire, typiquement, je prends l'exemple Dyson ici, mais de se dire que déjà, quand je jette mes détritus, j'ai plus de sac, donc forcément j'ai un polluant en moins, j'ai quelque chose qui va être un peu moins géant, et du coup j'extrais directement ma matière sans avoir à chaque fois un sac à jeter. Et donc l'usage aussi, c'est de se dire comment je peux potentiellement réparer
comment je peux essayer de faire en sorte de faire durer au maximum la vie de mon produit sans aller vers l'étape, on va dire, finale qui est un peu malheureuse mais qui doit des fois souvent arriver, qui est la fin de vie. Et là, comme je disais un peu en préambule, c'est d'identifier est-ce qu'il y a des filières de recyclage, est-ce que c'est possible de le recycler, est-ce qu'il faut le désassembler, parce que souvent sur les produits, si je reprends l'idée de l'aspirateur, c'est très compliqué parce que c'est plein de pièces, c'est plein de matières différentes. Donc est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, d'enlever la batterie et de mettre la batterie dans un certain tri de recyclage et de mettre le reste autre part. Donc il y a toute cette logique aussi dans la fin de vie d'essayer de comprendre comment on lui donne la meilleure fin ou comment on lui en donne une seconde. Nous, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille pas mal chez Alternative Design, c'est comment on peut donner une seconde vie, ou comment on peut faire de l'upcycling versus du recycling, qui est cette idée d'arrêter de détruire la matière pour en refaire une nouvelle, mais plus de prendre le produit en tant que tel comme un déchet et de lui redonner une seconde vie derrière. Et donc du coup, cette cycle de vie, le but, ça va être de l'analyser. Alors l'ACV ou l'analyse de cycle de vie, c'est un métier vraiment à part entière. J'avoue que c'est moins notre métier, mais c'est quand même très intéressant et très important de l'avoir. Il y a des, je dis ingénieurs, mais il y a aussi des agences de design qui font de l'ACV. Nous, on le sous-traite la plupart du temps. Mais c'est vrai que ce qui nous importe, c'est de le comprendre. C'est de comprendre vraiment ce cycle que je viens d'expliquer et de voir comment, et à certains moments, on a besoin. Et en fait, le but d'une analyse de cycle de vie, ça va être de donner une empreinte carbone, d'avoir un résultat qualifiable et quantifiable en CO2 et de savoir si mon verre d'eau a tant d'empreinte carbone par rapport à n'importe quel autre objet. Alors ça va plus loin que... Alors, puisque quand on parle d'impact carbone, c'est un des impacts. Oui, c'est un des impacts, tu as raison. Un des impacts ouais. Et il y en a d'autres. Qui sont en CO2 équivalent. Ouais. Effectivement, il y en a d'autres. C'est une dizaine d'impacts qu'on peut calculer qui sont très différents en fonction des méthodes de calcul qu'on utilise. Et on a aussi les bases de données qui sont utilisées. Donc tout ça, c'est juste pour dire que c'est vrai qu'il y a une complexité derrière qui peut être maîtrisée que par des experts. Ouais. Et ensuite, par contre, les résultats sont intéressants parce qu'ils permettent de quantifier et de comparer des choses qui sont difficilement comparables entre elles habituellement. Donc on va pouvoir comparer des matières premières avec une quantité d'énergie consommée et un impact de la fin de vie. Donc pour moi, c'est vraiment l'élément qui est intéressant sur la prise de conscience des impacts environnementaux en fonction d'un type de projet, du coup de voir là, donc d'orienter la conception pour travailler à l'endroit où on sera le plus efficace. Oui, exactement. Alors, donc ça, c'est vraiment la quantification. Et donc, pour Alternative Design, vous utilisez ces outils-là, mais après, vous les adaptez un petit peu différemment. Si tu veux on va en parler. L'aspect qualitatif qui est très intéressant aussi. Exactement. Donc, effectivement, le but par rapport à la CV, c'est de le comprendre. De comprendre ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu... en fait, quand on a un peu noté toutes ces étapes du cycle de vie, ce qui va être intéressant, ça va être de définir une unité fonctionnelle. Et donc, une unité fonctionnelle, le but, c'est de dire, par exemple, quand je vais comparer mes deux verres, je vais pouvoir les comparer sur une durée, sur un usage spécifique. Donc, le fait de servir un verre d'eau dedans, de pouvoir boire avec, de pouvoir le faire 2, 3, 4 fois dans une journée. Donc, c'est toute cette récurrence de quoi, combien, quand que je vais pouvoir écrire. Et donc, un des exemples que j'aime bien donner, c'est par exemple si je compare deux chaises, une chaise en bois versus une chaise en acier. On le voyait, l'acier, la plupart du temps, c'est des matériaux qui viennent principalement d'Asie, donc qui sont extraits avec l'extraction qui est souvent très polluante. Et donc, si je commence à faire une ACV avec une unité fonctionnelle qui pourrait permettre à une personne de s'asseoir confortablement 20 heures par mois pendant 1 an, ça pourrait être ça, par exemple, l'unité fonctionnelle que je déciderais d'avoir dans cette comparaison. Et je me rends compte que, bien évidemment, la chaise en pin, si on l'imagine en pin bois naturel français, forcément, elle va avoir une meilleure ACV que la chaise en alu ou en acier. Par contre, si je commence à me dire qu'elle a une durée de vie de 20 ans, ma chaise en bois, parce qu'elle va être plus fragile, elle va finir par casser, versus ma chaise en acier qui a une durée de vie de 80 ans, donc 4 fois plus, là, tout d'un coup, je vais pouvoir réévaluer ma note et je vais pouvoir peut-être me rendre compte que finalement, la chaise en acier a une meilleure note globale, enfin sur sa durée de vie à elle, que la chaise en pin qui je vais peut-être devoir changer 4 fois si je veux avoir le même résultat. D'ailleurs, pour l'emballage, en tout cas l'emballage à usage unique, du coup l'unité fonctionnelle est assez finalement simple puisque c'est à chaque fois on consomme, on jette. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de durée de vie. Mais après il y a du coup comment imaginer des nouveaux packaging qui vont pouvoir avoir plusieurs vies et être réutilisés. Donc là on va retrouver cet aspect qui est essentiel dans la CV, c'est cette idée de durée de vie et d'unité fonctionnelle et qui est souvent un peu tricky parce qu'on peut aussi jouer dessus pour faire... c'est pas évident
de définir une unité fonctionnelle pour un produit. Et Clairement. une durée de vie d'un produit. Et une durée de vie, Projeté, c'est très subjectif en fait, ouais. parce que là on dit que la durée de vie elle est de 20 ans, mais encore une fois, est-ce qu'on va vraiment s'en servir pendant 20 ans? Est-ce qu'on va vraiment s'en servir à chaque fois dans cette unité fonctionnelle-là? Après, faut se baser sur des données statistiques bien sûr, réellement, et c'est sur lequel on peut s'appuyer. Donc ça, c'est les experts des ACV ont l'habitude de faire Bien ça. sûr. Et c'est aussi leur. Et c'est pour ça que c'est un métier à part entière, et c'est pour ça aussi que nous on a décidé de ne pas l'intégrer en direct. On a des experts qui le font pour nous, on travaille avec eux, et c'est vrai que c'est un métier à part entière, quoi. Et nous on est juste là pour le comprendre, pour l'intégrer, et pour le faire de façon qualitative comme on le présente là. L'idée c'est de se dire qu'effectivement on va voir toutes ces étapes de conception dont on a parlé précédemment, et donc on va juste d'un point de vue qualitatif un peu donner des valeurs sur chacune des étapes en disant il y a des aspects positifs à chacun des éléments, et donc je vais avoir des aspects positifs. Donc là on a fait l'analyse d'un stylo qui s'appelle le B2P de Pilote, qui est un stylo qui est fabriqué en France. Et donc l'idée c'est de savoir que par exemple l'extraction de mes matières, là c'est un stylo qui est fait en RPET, donc en plastique de bouteille recyclé, et donc on va injecter une matière recyclée qui vient non pas d'une extraction de matière qui serait le pétrole en l'occurrence, mais qui serait juste du recyclage. Donc forcément on va avoir ce côté positif, donc on va le nommer, versus des aspects peut-être négatifs sur l'extraction, parce qu'on a quand même du carbure de tungstène dans la bille, et donc forcément ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui n'est pas recyclé et qu'il va falloir chercher. On utilise quand même du pétrole, même s'il est recyclé, ça reste quand même un matériau qui est, on le voit avec encore une fois la pollution qu'il y a derrière, donc il y a aussi ces points-là. Donc le but, il est juste de qualifier un petit peu les différentes étapes du cycle de vie d'un produit, et juste de se dire, est-ce qu'il y a des points positifs, est-ce qu'il y a des points négatifs, de les nommer et d'essayer bien sûr de voir si on arrive à les optimiser ou pas. Donc voilà. Donc du coup, là le but, c'est de vous parler un peu plus de la vision de l'éco-design qu'on a au sein du collectif, et donc de vous parler un peu d'Alternative Design. L'idée c'est que AND c'est effectivement les initiales de Alternative Design, mais pour nous c'est aussi apprendre, narrer et définir, avec cette idée de dire que il faut qu'on sensibilise. Je pense que c'est l'un des plus gros schémas un peu d'importance par rapport aux gens. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire, le changement climatique. Il faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire, encore une fois, la recyclabilité, tout ce langage qui est souvent un peu confus. On a le terme narrer qui est plus là pour dire comment on va écrire des histoires, parce qu'on est aussi designer, et donc on est là pour essayer d'écrire des histoires, faire du storytelling, mais même travailler sur des spécificités de design, et comment on arrive à avoir un produit qui n'est pas juste un nouveau matériau. C'est plus aussi de se dire quel est l'usage, comment on va simplifier des choses, comment on va vraiment raconter. On a défini un terme qu'on appelle ergocycling, et dont je vous parlerai un peu plus en détail, qui est de dire c'est un peu la rencontre entre l'ergonomie et le recyclage, ou comment on aide l'utilisateur final à avoir un geste le plus écologique possible. Et puis le dernier, c'est définir, c'est aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des outils comme la CV qui est un outil fondamental. Nous, on a essayé de décrire un peu quels sont nos outils, en essayant de voir est-ce qu'on aurait des outils d'analyse pour aider, pour un peu vulgariser quelles sont les étapes peut-être les plus importantes sur les rapports de design. Donc apprendre en premier, cette idée d'apprendre, c'est cette idée, comme je le disais, de dire ensemble on va plus loin. Donc comment on peut sensibiliser un maximum de gens sur le dérèglement climatique, sur le changement climatique. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille là avec des méthodologies qui sont basées sur le rapport du GIEC. Pour info, le rapport du GIEC, le second volet du rapport du GIEC est tombé il y a à peu près une semaine, et donc il est extrêmement éloquent. Et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup à cause de tout ce qui se passe en Ukraine, bien évidemment. Mais du coup, c'est vrai que ces méthodologies qui sont là, donc c'est la méthodologie qu'on utilise, c'est la fresque du climat. Cette méthodologie, elle est juste là pour vulgariser un peu le rapport du GIEC qui est quand même très compliqué, et surtout de le faire de façon fun, donc de le faire en équipe. Souvent on le fait avec nos clients, on va faire des fresques chez eux, on le fait aussi au sein d'Alternative, on l'a fait récemment avec les membres. Le but, il est vraiment de sensibiliser juste à comprendre les rapports de cause, enfin de cause et de conséquences, chaque cause et chaque conséquence qui sont liées, et finalement d'où on part et où on arrive avec tous ces problèmes-là. Et le second avec qui on travaille, c'est une startup qui s'appelle Green Punch. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié et qu'on a compris le dérèglement climatique, le but c'est de passer à l'action et de voir comment on arrive à créer des mini-challenges, et de le faire encore une fois en équipe sous forme de jeu. Et donc ça, encore une fois, c'est ce qu'on propose à nos clients
pour sensibiliser les équipes et de se dire, moi demain, je vais peut-être aller prendre mon vélo au lieu de prendre ma voiture, je vais faire une photo et je vais montrer à tout le reste de l'équipe que j'ai pris mon vélo pour le faire. Donc du coup, la fresque du climat, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots et assez rapide, l'idée c'est que c'est un jeu de cartes. On a 42 cartes qui sont des cartes de cause à conséquence. Et donc l'idée c'est de partir principalement de l'être humain qui va faire des choses, qui va émettre des choses et que du coup on va aller jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, les rapports de pollution, le réchauffement climatique, tout ce qui peut se passer derrière. Et donc on va faire une grande fresque. Avec ces 42 cartes, on va tirer des flèches pour voir un petit peu quelles sont les causes et les conséquences de chacune des actions. Et donc comprendre et essayer de voir un peu quels sont les différents impacts. Et donc ce qui est assez intéressant avec cet outil, c'est que c'est un outil hyper simple, tout le monde peut s'en servir, les cartes elles sont compréhensibles, il y a des explications au verso, enfin bref c'est quand même assez clair et assez simple. C'est très concret parce qu'on travaille sur des cartes, il y a un jeu, on crée une fresque, la plupart du temps les gens gardent la fresque. Et puis il y a aussi cette idée de tout d'un coup on sort un peu de ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, où tout d'un coup les gens deviennent acteurs du changement, ils prennent conscience de ce problème, si je puis dire, du changement du dérèglement climatique, et commencent à comprendre qu'il y a peut-être des choses qu'ils pourraient faire pour que ça fasse un peu évoluer, que chacun soit le petit colibri de Pierre Rabhi. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait une fresque du climat, on a pu identifier quelles sont les actions qu'on pourrait mener. Et donc là, l'idée, c'est de travailler donc avec Green Punch. Et donc on va proposer à ses clients de pouvoir faire des challenges. Et donc ces challenges, ils vont être sous forme, encore une fois, de dire quand je vais à la pause café, je prends mon mug et je ne prends pas un gobelet carton que je vais jeter derrière. Quand je vais au boulot, je prends mon vélo au lieu de prendre ma voiture. Toutes ces choses-là. De les poster, de les faire en équipe. Et donc il y a un petit peu un jeu comme ça qui va se passer sur 3 étapes. J'ai mon application, donc chacun a son application sur son smartphone, application qui est plus ou moins mis au goût du jour par rapport aux actions qu'on va mettre en place. La personne voit les actions, il va cliquer dessus, il va la faire, il va prendre une photo pour montrer qu'il l'a faite, et puis derrière, il va pouvoir, l'équipe va gagner des points, tout ça. Donc il y a un côté très fun, très amusant, et c'est vrai que la plupart du temps, les clients avec qui on l'a fait, ça permet d'avoir des bons retours. Et ça veut dire qu'il y a un administrateur qui va créer ces challenges, ouais. Ou est-ce que c'est déjà défini dans l'application En fait, oui, on fait du sur-mesure parce que la chose que je n'ai pas expliquée, c'est qu'en sortie d'une fresque du climat, on fait la fresque, mais aussi on passe toute une partie on finit la session avec comment on passe à l'action. Donc on identifie déjà, on brainstorm un peu sur qu'est-ce que moi je pourrais faire à mon échelle ou qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire à l'échelle d'une entreprise pour dire demain on met que du papier recyclé dans l'imprimante. Et dans ce cas-là, forcément, c'est un enjeu. Et donc ça, derrière, tous ces challenges qu'on aura identifiés lors de la fresque du climat, on va les intégrer dans l'application Green Punch. Et derrière, on n'a plus qu'à faire le challenge qui est, la plupart du temps, c'est sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut aller un peu plus loin pour avoir le temps de le faire, avoir le temps, puis voir aussi les récurrences. Ce qui est assez marrant dans les retours qu'on avait eus, c'est que tu as des gens qui se disent, voilà, je l'ai fait, j'ai pris mon vélo, je suis allé. Bon, en fait, je le fais aussi demain, je le refais demain, je le fais qu'une fois par semaine, puis peut-être qu'à fait, j'oublie ma voiture à un moment. Bref. Donc, permet de changer les habitudes et du coup de se rendre compte que oui, ça fait du bien aussi. Exactement. Exactement, ouais, ça fait du bien de faire du vélo quand on peut en faire et prendre un bon bol d'oxygène de temps en temps. Donc, Et les personnes impliquées, quand tu fais des sessions comme ça, ouais. c'est sur tous les échelons, ouais. D'accord. Ouais, c'est le but, c'est complètement l'intérêt. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les fresques, on est à peu près une dizaine de personnes pour faire une fresque, donc on fait plusieurs sessions. Mais sur un challenge Green Punch, c'est déjà arrivé alors la startup m'a dit qu'ils ont déjà fait des challenges à 400. Donc du coup, ils font des mini-équipes, ils challenge, et puis ça peut être le big boss comme n'importe qui derrière qui fait. Et puis, il y a un côté jeu qui prend très très vite. Et une émulation positive. Exactement, exactement, émulation positive. Le deuxième chapitre, donc, c'est cette idée de narrer. Et donc, en fait, au sein du collectif, on a un peu une vision de l'éco-conception. Alors, c'est la nôtre, je dirais qu'elle est un peu dans les grandes lignes comme tout le monde, mais je pense qu'on a essayé de la faire un peu en spécifique. Le premier point, c'est de trouver la façon de rendre les objets durables. Alors, parler des emballages, les emballages, c'est compliqué de les rendre durables, parce que comme tu le disais, c'est un peu à usage unique, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur du mobilier, on travaille aussi pas mal sur de l'accessoire sportif, donc c'est comment on va faire pour réparer au maximum, sortir de l'obsolescence programmée, ça c'est vraiment un premier point. Et puis ensuite, c'est aussi de se dire comment on va faire durer un objet.
Par exemple, de se dire, si moi l'objet, je reprends ma chaise, je la garde pendant 20 ou 30 ou 40 ans, peut-être qu'à un moment, au lieu de la mettre à table, je vais la mettre à mon bureau, peut-être que je vais avoir envie de la mettre dans une chambre, et donc je vais juste changer son utilité. Est-ce que la chaise peut changer d'utilisation? Est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'elle peut trouver une autre façon de faire? C'est un peu l'idée de cette durabilité, ou même de traverser les âges. On a un sujet en ce moment qui est sur les montres. C'est ce que je disais, c'est qu'on achète tous la première montre autour de 7-8 ans, on apprend à lire, c'est à peu près le moment. Sauf que la première montre, flic-flac, ou sans vouloir faire de marketing et de pub, mais forcément, dès que j'en ai 12 ou 14, j'ai plus envie d'avoir la montre flic-flac au poignet, quoi. Donc et finalement, la montre flic-flac, elle marche très bien, c'est des bons mouvements, enfin bref, ça tient. Donc comment on fait pour que tout d'un coup, cette montre, soit elle puisse évoluer dans son design, et dans son côté affirmation de certains codes sociaux, de certains codes d'image, ou bien même de se dire je vais la passer, je vais la changer, je vais peut-être juste la louer entre guillemets ou la prêter. Enfin, il y a toute cette idée-là de dire plus un objet pourra être porté et plus il sera durable dans le temps. Le deuxième point, c'est l'upcycling. C'est ce que je disais un peu en préambule. En fait, le recyclage est quelque chose d'extrêmement vertueux, mais c'est vrai que si on arrivait un peu moins à détruire une matière, à détruire un verre pour en refaire un autre verre, et juste à se dire le verre il peut avoir une seconde vie, on peut soit lui enlever de la matière, soit on peut trouver une nouvelle vie en lui donnant quelque chose d'autre. On va en parler aussi des exemples après, mais c'est vrai que c'est cette idée de se dire comment on valorise l'upcycling et surtout comment on le fait comprendre. Non, parce que c'est des transports en plus, des process de transformation en plus. Exactement. Donc c'est des couches qui se rajoutent. C'est beaucoup de couches. Et du coup, une énergie, que tu parles, tu cites le verre ou l'aluminium, Ouais. l'énergie de l'acier, Ouais. qui sont complexes. Le bois peut être à la limite broyé Mm-hmm. et puis ensuite réintégré dans des panneaux de particules, par C'est exemple. Ouais. Mais ça reste quand même des process supplémentaires qui pourraient être évités Bien sûr. si on était sur un mode plus upcycling. Exactement. C'est ça. Exactement. Et donc le dernier, c'est l'ergocycling, c'est ce dont je parlais. C'est un peu l'idée de se dire comment on va aider l'utilisateur final à avoir des gestes écologiques, que ce soit simple et que ce soit pas cette galère de se dire oui, on veut tous le faire, oui, la planète c'est important, mais bizarrement, dès qu'on peut aller acheter une canette dans la rue, on va la prendre, on va l'acheter derrière. Pour autant, on a tous des gourdes, donc ce serait beaucoup plus simple d'avoir tous des gourdes avec nous. Donc c'est un peu cette idée de comment on va aider au maximum l'utilisateur pour qu'il ait aussi ce geste. Pour qu'il change ses habitudes. Pour qu'il change ses habitudes, exactement. Pour qu'il y ait effectivement les outils nécessaires pour lui permettre ça. Mais... Exactement. Et donc c'est un peu ce qu'on cherche à faire, à être au service de ça. Et donc l'ergocycling, c'est ce que je disais, c'est que c'est le but de mixer un peu ces notions d'ergonomie et de recyclage, de comprendre c'est quoi les produits de recyclage, enfin les produits qu'on peut proposer pour avoir un meilleur impact pour la planète et comment on peut le faire de façon intelligente en étudiant la façon de le prendre, la façon de le porter, la façon de l'avoir avec nous, quoi. Et donc c'est vraiment cette idée d'adapter un produit en fonction des besoins utilisateurs pour essayer de valoriser alors la fin de vie ou même une action, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle est plus écologique que l'autre. Et donc finalement l'ergocycling, c'est ce qu'on dit un peu là, c'est qu'on n'a rien réinventé. Finalement, l'ergocycling, il a toujours été là, il a toujours existé. Alors, je prends l'exemple d'Evian, mais il y en a plein d'autres. On l'a vu avec Evian lorsqu'ils ont fait leur première bouteille compactable. Le premier rapport, c'était de dire on va vous faire gagner de la place dans la poubelle. Et c'est vrai que c'était une volonté du conso de dire on a plein de bouteilles en plastique, ma poubelle elle est trop rapidement pleine, et surtout le tri est arrivé après, mais surtout de se dire comment je fais pour avoir des poubelles un peu moins contraignantes et comment je fais pour jeter de façon un peu plus intelligente. C'est pas non plus une révolution d'un point de vue écologique, le fait de le compacter, mais voilà. Et donc on le voit, c'est un autre registre que j'ai mis comme exemple dans l'univers des brosses à dents. Moi, ça m'a toujours choqué de se dire, une brosse à dents, je crois que c'est 6 semaines, une durée de vie d'une brosse à dents. Enfin, c'est recommandé par les dentistes que ce soit 6 semaines. De jeter tout ça de plastique à chaque fois, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, on voit arriver des concepts de plus en plus. On va jeter juste la tête, juste les poils, et que tout le manche, on va le garder. Et ça paraît assez vertueux. Et c'est vrai que c'est une petite contrainte en plus, parce que c'est plus simple d'acheter des brosses à dents, il y en a partout. Mais tout d'un coup, c'est quand même plus écologique. Et souvent, ça devient sur le long terme assez économique aussi. Et c'est vrai que l'écologie et l'économie sont quand même souvent assez proches. Et donc, du coup, comme je parlais de la gourde ou de la canette, on a eu l'idée de travailler sur un projet qui s'appelle CAM. Là, l'idée, c'est de travailler sur une sacoche. Et donc, cette sacoche, elle aurait pour but, sacoche type sacoche banane, elle aurait pour but
d'aider le consommateur à porter plus facilement sa gourde avec lui. C'est vrai que la gourde, on peut la mettre dans un sac, on peut la mettre dans un sac à dos, mais vient l'été, on n'a pas forcément tout ça sur nous. Une gourde, c'est quand même à peu près 1 kilo, peu de choses près, un peu plus souvent. Donc comment je fais pour la porter avec moi? Et donc là, l'idée qu'on a essayé de développer, c'est de se dire, on prend une sacoche banane, alors qu'on porte ici, comme tout le monde, tous les jeunes portent ça comme ça maintenant. Et du coup, on va avoir tout le nécessaire qu'on a dans une banane, des poches pour mettre ses lunettes, pour mettre ses papiers ou n'importe quoi. Et nous, on a juste développé une poche kangourou qui viendrait se déployer en bas, et dans lequel on pourrait venir glisser la gourde. L'idée, c'est de ne pas impacter l'utilisateur et de ne pas le gêner s'il n'en a pas besoin. Donc ça veut dire que là, la poche, elle peut être refermée et du coup, voilà, ça gêne personne, c'est quasiment invisible. Et puis sinon, dès qu'il en a besoin, il la déploie. C'est assez bien ficelé parce qu'on a mis des élastiques. Enfin, on est encore en phase de proto, mais on est en train de faire un truc qui soit vraiment bien positionné pour que la bouteille ne puisse pas du tout bouger. Et effectivement, dans ce cas-là, quand j'ai ma bouteille avec moi, elle ne bouge pas, elle est accessible facilement, je peux la refermer, je peux le faire. Enfin voilà, il y a toute cette idée, encore une fois, de travailler sur l'ergonomie, de comment j'arrive à aider vraiment l'utilisateur sans que ce soit une usine à gaz pour lui. Et j'imagine que vous avez aussi fait attention aux matières premières. Exactement. C'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, le but n'est pas de s'arrêter là. Donc là, on a essayé de travailler sur la filière lin, en se disant lin versus chanvre, mais c'est vrai que ce sont les seules matières textiles qu'on a aujourd'hui en France. Et donc de se dire, encore une fois, où est-ce qu'on va puiser notre matière? Le coton, c'est quand même assez loin. On n'a pas des pays qui nous permettent de cultiver du coton assez proche de nous. Donc on s'est dit, est-ce qu'on arrive à le faire 100% en lin? Est-ce qu'on arrive à le faire sans aucune pièce plastique pour essayer de pallier à ça? Donc toutes les fameuses boucles qu'on retrouve souvent sur les sacs bananes de ce type-là, du coup on l'a enlevé. On a trouvé plutôt un système d'émerillon qui va nous permettre d'élargir la boucle, mais pas de l'ouvrir entièrement. Enfin, bref, on a travaillé sur tous ces points-là en se disant, effectivement, la clé d'entrée, c'est cette idée un peu d'ergocycling, de comment j'aide l'utilisateur, mais derrière, on a essayé de penser, encore une fois, tout le cycle de vie en se disant, les matières premières, c'est quoi? La fabrication, si un jour on y arrive, on espère bien évidemment que ça puisse être fait en France ou en tout cas en Europe proche. Et donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va essayer d'intégrer. Un autre projet, c'est le projet Flora. Et donc là, on est sur cette idée d'upcycling, justement, où là, l'idée, c'était de dire, prenons un symbole. On a pris un pot de confiture, alors là, c'est un pot de compote, exactement. Et ce symbole de l'emballage qui est extrêmement vertueux. Et c'est vrai que dans la tête de tous les Français, le verre, c'est quelque chose qui se recycle très bien. Mais pour autant, comme tu le disais, Johan, c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup d'énergie pour se recycler. Et donc, un peu la chose qu'on a voulu faire avec Flora, c'est de montrer que, simplement, là, on a créé juste, avec une base d'un pot en verre, on va mettre juste une coiffe, ce que j'appelle une coiffe, qui est faite, elle, en impression 3D. On va pouvoir la mettre sur le pas de vis du pot, du bocal verre, et on va créer un vase par cette opération-là. Et donc, l'idée, c'est que, premièrement, on peut faire une profusion de vases, on peut en faire plein de différents. C'est assez esthétique, en tout cas, nous, on trouve qu'il est esthétique. Et on a la transparence du verre qui nous ramène ça. On voit l'eau. Enfin bref, il y a toute l'idée derrière de reprendre aussi les qualités du produit tel qu'il était avant. Le verre, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux pour ça. Mais surtout de raconter l'histoire du recyclage. Aujourd'hui, en France, on a fait le choix d'avoir un recyclage du verre qui est global. Ça veut dire que tous les verres qui sont mis dans la poubelle vont être, on va dire, pilés, vont se retrouver logiquement, dès qu'on met une bouteille dans les poubelles de tri, elle se casse. Et donc aujourd'hui, certains tris arrivent à trier, mais la plupart du temps, on ne trie pas. Donc tous les verres qui soient colorés, bruns, verts ou transparents vont se retrouver ensemble, vont être pilés et vont refaire du verre brun, puisqu'on a beaucoup de verres qui se mélangent, on ne peut pas refaire du verre transparent. Donc du coup, la plupart du temps, le verre recyclé français, il est brun en sortie. Donc ça veut dire que ce pot de compote qui lui est transparent, il est forcément d'origine fossile, puisque même si le verre est très vertueux, ça reste une origine fossile, le sable. Et donc du coup, c'est aussi de faire comprendre, encore une fois par le biais d'un produit comme ça, qu'on a intérêt peut-être, quand c'est un verre transparent, d'essayer de l'upcycler au maximum, puisque encore une fois en France, on n'a pas cette filière du recyclage qui est en deux catégories. Je dis ça parce qu'en Allemagne, en Pologne, dans beaucoup d'autres pays, on a les deux catégories, le verre coloré, le verre cristal, et du coup on a du verre cristal recyclé, et on a du verre coloré recyclé. Donc tu disais fossile, mais c'est peut-être minéral plutôt. C'est fossile aussi, le sable un jour il n'y en aura plus. Oui, c'est vrai qu'il y a ça se raréfie. Ça se raréfie. Donc, mais c'est aussi minéral. Ouais. Et donc voilà, donc globalement, c'est ce qu'on voit sur l'exemple là, c'est qu'on a pris un pot de compote, on a mis tous ces différents covers et donc on fait un vase qui est assez sympa et on en a créé plein d'autres formats pour pouvoir aiguiller un peu le produit.
Un autre sujet sur lequel on travaille, c'est le projet Romy. Et donc là, on est sur la durabilité, sur comment on va créer une chaise qui soit beaucoup plus durable, avec l'exemple de chaise dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, l'idée, bien évidemment, c'est de parler de la réparabilité, parce qu'aujourd'hui, quand on casse le pied d'une chaise, la plupart du temps, on n'a pas beaucoup d'autres moyens que de la remplacer, ou que d'aller voir un fabricant qui pourrait peut-être la reprendre si, encore une fois, il y a un intérêt. Et donc la réparabilité en est un, mais le second qui est très important pour nous, c'est aussi de changer en fonction des modes de vie qu'on va pouvoir avoir. Et donc en fait, à notre sens, la chaise de 2022, avec ce projet-là, elle doit être avant tout fonctionnelle et iconique, ce qui est une chaise, on doit pouvoir s'asseoir dessus, on doit pouvoir faire quelque chose de beau qu'on a envie d'avoir à la maison, mais surtout durable et réparable. Et donc durable dans cette idée de pouvoir la garder le plus longtemps possible parce qu'on a envie de la garder, parce qu'elle est belle, et aussi réparable parce que dès qu'il y a un problème, on va pouvoir changer. Et donc on a créé ce système qu'on a baptisé Romy, qui va avoir pour but premièrement d'avoir un même système qui peut me permettre de créer un tabouret, une chaise de bureau, une chaise de bar, en la réélevant, ce genre de choses, mais surtout, encore une fois, comme je disais, de pouvoir la réparer, et dans l'idée de pouvoir la réparer sans outils et de façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse réellement le faire. Donc la chaise, la voici, et donc en fait, normalement, j'avais une vidéo, mais je ne sais pas si elle va partir. Non, c'est pas grave. L'idée, c'est que sur cette chaise, en fait, on a travaillé un peu à l'inverse de ce qu'on fait habituellement sur une chaise. Souvent, on a tout le pourtour et on va avoir des éléments d'assise ou de dossier qui vont venir se greffer sur cette structure. Là, on a fait plutôt une structure centrale, ce qu'on appelait la colonne vertébrale, sur laquelle on va venir greffer des éléments, donc les pieds, les accoudoirs, les éléments d'assise des éléments d'assise et d'accoudoirs. Et donc, du coup, on va pouvoir les greffer, on va avoir un système assez facile d'imbrication. Et donc, surtout, vu que tout est désassemblable, si j'ai juste une partie de mon dossier qui est cassée ou qui est en mauvais état, je vais pouvoir remplacer que cette partie-là. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive sur une chaise qui pourrait devenir un peu harlequin, si je peux dire, avec plein d'éléments différents, avoir des pieds de couleurs complètement différentes, soit par l'usure et par les pièces qui ont été ramenées après, soit par pure simple envie d'avoir cette chaise-là chez soi qui est très différente de toutes les chaises qu'on a pu voir jusqu'à là. Ouais, je trouve que c'est un bon exemple dans les trois exemples que tu as montrés. Mais celui-ci particulièrement sur justement comment cette approche que vous avez, qui est purement pour le coup qualitative, vous n'avez pas fait d'ACV, non, ouais, bien sûr, ouais. Mais qui permet justement d'amener une nouvelle façon de concevoir et du coup de penser l'objet dans l'ensemble de son cycle de vie, quoi. Complètement. Et après avec une esthétique du coup qui du coup est particulière de par cette démarche-là. Exactement. Et qui pour autant, parce que c'est aussi notre métier de design, on va lui donner un style, on va quand même la dessiner pour avoir quelque chose qu'on a envie d'avoir, quoi. C'est pas non plus quelque chose harmonieux, voilà, c'est effectivement attrayant. Merci. Donc voilà, on l'a déclinisé comme je disais dans différents univers. Là on l'a mis à la maison pour le déjeuner, mais plutôt sur un système de bar. Donc là, toute la partie... chez moi. C'est vrai ? C'est pas mal chez toi. Tu m'inviteras à manger. Dans un univers plutôt de décontraction, donc là on est plutôt au salon, donc la chaise est sur un autre angle et du coup elle va être plus en bascule et donc du coup on va être plus en assise en arrière, donc plutôt dans une idée de fauteuil, de ce que pourrait donner un fauteuil. On a rajouté des covers sur la partie dossier assise en mousse avec un gainage de cuir, donc plutôt cuir végétal comme on l'imaginait qu'un cuir animal. Mais voilà, on peut commencer à créer aussi notre ambiance. Et puis aller jusque se dire, cette chaise, si on lui ramène une tétière, si on lui ramène encore une fois un pied roulette ou autre, elle peut se retrouver dans un bureau et on pourrait avoir ce type de bureau avec la chaise en ligne. Et donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est de se dire que partant de cette chaise qu'on a un peu au centre ici, de se dire que je pourrais avoir soit une évolution vers la réparabilité et qu'au fur et à mesure, quand je casse une partie du panneau, je pourrais avoir un autre panneau et donc au lieu d'avoir un panneau bois, j'ai un panneau noir. Et d'avoir peut-être même une nouvelle chaise d'ici 20 ans qui sera complètement évoluée parce que tout aura cassé, enfin je sais pas, mais voilà, elle sera devenue une nouvelle chaise, elle aura un peu métamorphosé, ou versus une vraie métamorphose, de se dire que si tout d'un coup mes envies à moi changent, je peux lui mettre un pied à roulette et du coup du rembourrage et je peux me mettre sur mon bureau, rester 8 heures dessus tout en étant confortable sur une chaise et aller vers le tabouret de bar si je veux aller jusqu'au tabouret de bar. Pardon.
pense que... Ah oui, tu as encore un projet, puis après Ouais. on va passer Ouais. aux questions-réponses. Ouais, bien sûr. Hein, on va voir Ouais, s'il y a déjà des questions du public. Ok. Et puis sinon, moi j'ai quelques Ah, t'as des questions. questions, remarques. Ça marche. Ok, ça marche. Le dernier sujet, qui est un sujet avec la marque Deck Donau, qu'on a fait, qui avait pour but donc Deck Donau, c'est une marque de bière, et donc ils ont souhaité voir comment ils pourraient faire un meuble de consigne pour leur bière. Et donc ils sont venus nous voir en nous demandant de concevoir un meuble dans un premier temps bien évidemment pratique, mais pratique pour 2 personnes, aussi bien pour l'utilisateur que pour le retailer, pour le marchand, qui va bien être sûr devoir gérer quelque chose en plus, gérer les caisses de consigne avec les bouteilles à l'intérieur. Et donc là, ce sur quoi on a travaillé, c'est de se dire qu'on va faire un meuble où on va intégrer les deux au même endroit. Et donc on aurait mis plutôt les caisses sur la partie basse avec l'utilisateur qui va venir et qui va revenir avec ses consignes et qui va pouvoir directement les mettre dedans. Et puis directement quand il les a remises, il est face au linéaire, donc mécaniquement il peut reprendre des bières et comme ça il fait le plein en même temps. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir la consigne et la revente au même endroit. Et pour le retailer, l'idée c'est d'avoir un meuble qui lui permette d'avoir quelque chose d'assez simple. En fait, on est vraiment sur l'idée de la caisse tout entière qui se glisse, et donc c'est assez simple à mettre en place. En plus, le meuble est lesté pour avoir vraiment le moins d'effet qui va bouger lorsque nous allons poser la caisse ou quand on va l'enlever. Et donc la personne qui va gérer le côté consigne, dès que la caisse est pleine, il l'enlève, il va la mettre dans une réserve où il part avec, et puis il peut remettre une caisse entièrement vide. Et voilà. Et donc l'idée aussi, c'était de dire, on fait un meuble complètement modulaire, où on va pouvoir facilement faire un petit meuble, comme on le voit ici, avec juste 2 étages et un seul meuble de consigne, versus le premier où on en avait 2. Et donc on peut un peu créer le linéaire parfait, enfin le plus adéquat par rapport à l'endroit de vente. Alors, et ça, c'est un projet qu'on avait fait ensemble dans le cadre du programme européen Sea Butcher. Ouais. Voilà, et donc il y avait eu un accompagnement du Design Spot, et on t'avait missionné sur ce projet. Et après, il y a des contraintes de mise en place en magasin, en boutique, qui ne sont pas évidentes. Ouais. Pour l'instant, c'est une solution qui j'espère verra le jour. Après, il y a d'autres contraintes. Bien sûr. Plus sur la rotation des bouteilles, où il faut, bien sûr, il y a tout un process à mettre en place, qui peut être assez lourd, assez long. Clairement. Donc ça, c'est un élément qui intervient dans cet ensemble dans ce process. Ouais, clairement. Donc voilà, donc c'est vraiment cette pensée, c'est vrai que c'est cette pensée systémique. Donc là, si on peut passer aux questions. Bien sûr. Après, c'est plus des remarques, comme toi, je suis designer et concepteur, donc forcément, j'ai aussi cette vision-là. Même si moi, je faisais un peu plus d'ACV, d'évaluation des impacts environnementaux, mais du coup, je comprends très bien toute la complexité qu'il y a derrière, et je trouve que justement votre approche est la bonne au niveau design. Donc ça permet en tout cas d'avoir cette pensée cycle de vie. Donc qui permet d'avoir cette approche systémique, c'est ça, hein, et avec tous les roulés, toutes les contraintes que vous arrivez à prendre en compte, et qui amènent justement à arriver à ces nouveaux sujets. Ouais. Ok. Et autre point que je trouvais intéressant et où je suis complètement en phase avec toi, c'est sur cet aspect sensibilisation en fait. Parce que je ne sais pas si toi tu as eu cette impression-là, mais quand on fait des ACV, on peut vite être un peu déçu. Oui. Parce qu'on va faire une première ACV du produit existant, on va faire tout le travail de conception, et ensuite on refait une évaluation sur le produit qui a été reconçu. Et finalement, c'est pas si dingue que ça. C'est pas si dingue que ça. C'est vrai. Donc toi, est-ce que ça a participé toi de ton côté à la prise de conscience, et toi, comment par rapport aux accompagnements que tu fais, est-ce que tu constates aussi du coup une prise de conscience de tes clients, et du coup ils sont confrontés à de nouvelles difficultés, donc est-ce que cette prise de conscience, tu as pu le constater déjà au sein des alors déjà, par rapport aux ACV, avant c'était incompris, très clairement. Enfin, moi je vois les clients que j'ai, encore une fois, ils parlaient d'écologie mais ils ne parlaient pas d'ACV. Aujourd'hui, ils commencent de plus en plus à faire des briefs en disant tiens, ce serait bien de faire l'ACV de notre produit déjà, pour avoir une base, pour comprendre, et pour potentiellement à la fin de l'étude refaire une ACV comme tu disais, et voir si on avait mieux, puisque c'est quand même notre but. Mais déjà c'est quelque chose moi je trouve d'assez nouveau, que les clients nous demandent de faire l'ACV de leurs produits quand on commence un sujet de rénovation, ce genre de choses. Donc ça c'est déjà un premier point. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même nous on essaie de l'anticiper, mais ce qui est assez frustrant, c'est que
Au moment où on s'est dit, est-ce qu'on doit intégrer des vrais outils d'ACV, comme je disais, on s'est rendu compte que c'est un métier à part entière, que c'est quand même assez lourd, assez complexe. Et effectivement, on aurait pu dire, bah oui, on va staffer, on va prendre des ingénieurs pour qui c'est le métier. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'arriverait pas aussi peut-être à vulgariser, entre guillemets, l'ACV, à avoir une façon un peu nouvelle de noter et de noter rapidement, parce que ce qui est très compliqué, moi je le vois avec nos clients, c'est que quand on parle d'écologie, on va faire plusieurs pistes, on va faire plusieurs designs, on va leur proposer plusieurs choses, et derrière, ok d'accord, lequel est le plus vertueux? Je peux l'anticiper, mais je peux pas dire celui-là il fait 92 tonnes de CO2, celui-là il en fait 48, enfin c'est très compliqué, on est sur des choses qui sont pas palpables encore. Et donc on peut avoir des estimations, mais en fait ce que nous on voudrait faire, mais on est encore loin avec un projet qui s'appelle Éclos, ça serait d'essayer de se dire comment on peut trouver peut-être une échelle de valeur qui soit beaucoup moins fiable que le CO2 et que tous les impacts d'une ACV, mais en faisant quelque chose de beaucoup plus rapide pour avoir déjà un ranking comme le Nutri-Score ABCD ou comme avoir un Yuka de l'ACV en se disant moi quand je scanne un produit, je vois que j'ai 94 sur 100, je suis rassuré parce que j'ai une note Yuka. On pourrait faire une note pour que ce soit autre chose que du CO2 avec des choses très compliquées, très lourdes, et juste avoir des estimatifs. Je ne dis pas qu'on va être aussi fiable qu'une empreinte carbone, c'est pas le but. Le but c'est juste de dire là on est bien, là on est mieux, là on est très bien. Et ce serait déjà l'idée. Et sur la prise de conscience, donc du coup les clients te demandent naturellement donc, de faire des ACV, donc tu constates qu'il y a cette prise de conscience naturelle qui arrive. Et je pense qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est une tendance ou si c'est une malheureuse tendance, mais il y a quand même aussi cette... on veut faire de l'écologie, on se rend compte qu'il faut le qualifier. Ce que je disais avec les pubs de voitures, lorsqu'on voit une publicité de voiture qui se veut écologique, elle balance la première chose qu'elle balance, c'est l'empreinte carbone qu'ils ont calculée. Donc c'est vrai que ça commence à rentrer dans les mœurs, qu'on veut savoir ce qu'on a comme impact carbone. Je crois qu'il y a une question, Lorraine, si tu veux bien nous la poser. Il y a une question au sujet de la chaise. Okay. Pouvez-vous développer sur l'aspect modèle économique, économie de la fonctionnalité, vendeur de chaises, gestionnaire de pièces détachées, etc. Alors, c'est une vraie question. J'avoue qu'on n'a pas la réponse ferme aujourd'hui. On s'est posé beaucoup la question parce que aujourd'hui, une chaise, si je prends un éditeur, on va dire comme Cassina, enfin un éditeur autre que Ikea ou Habitat, la plupart du temps, une chaise, c'est dur parce que c'est du stock. La plupart du temps, une chaise, elle est emballée, finie. Elle est rarement en pièces détachées, et donc du coup c'est déjà du stock. Donc déjà ce qu'on se disait nous d'un point de vue business model, ce serait génial de se dire qu'une boutique, elle pourrait presque avoir du stock parce que tout serait empilé et que tout serait presque confectionnable sur le moment. Donc ça c'était un peu la première base de se dire, et après effectivement, si on veut aller jusqu'au bout, ce qui serait génial, mais là c'est presque un business model à part entière, il faudrait presque qu'on développe nous-mêmes notre marque, ce serait de dire on peut faire de la location, on peut faire du prêt, on peut faire une plateforme où on met en relation tous les gens qui ont acheté la chaise Romy, et tiens moi j'ai cassé un dossier, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui en a un trop, tiens moi je voudrais passer au meuble à roulette, est-ce qu'il n'y a pas au fauteuil de bureau, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a son pied roulette dans la cave, et effectivement ce serait ça le modèle le plus vertueux. Nous pour l'instant on est juste en train de se dire, on réfléchit à cette chaise, on veut la rendre la plus durable possible et on veut voir s'il y a des éditeurs qui nous suivent derrière. Donc très clairement aujourd'hui on est en recherche d'éditeurs sur le concept et on espère pouvoir trouver, et peut-être qu'on aura des business models avec ces éditeurs qui seront complètement en rupture, ou peut-être qu'on finira par vendre une chaise comme on vend une chaise aujourd'hui. Merci Bruno. Avec plaisir. Je te propose de continuer ta présentation. Ça marche. Et puis on passera à une dernière session questions-réponses dans une petite demi-heure. Super, ça marche. Du coup, l'autre point donc, de la présentation, c'est cette idée de définir. Quand je disais définir, nous, notre volonté dans l'éco-conception, on parle souvent de l'éco, mais on parle rarement de la conception. Enfin, en tout cas, on le met un peu de côté. Nous, chez AND, on se rend compte qu'avant tout, éco-concevoir, c'est savoir concevoir. C'est savoir comprendre l'outil industriel, c'est savoir comprendre les techniques qu'il y a derrière. Et donc, pour avoir tous ces éléments, il faut disséquer, il faut analyser. Et donc, on a un peu créé deux outils d'analyse. Le premier qu'on appelle le Big A, dont je vais vous parler juste après, et le deuxième qui s'appelle le 5Print. Et donc, en fait, c'est juste des outils d'analyse qui nous permettent d'essayer de comprendre où est-ce qu'il y a des choses plus ou moins intéressantes dans le produit, et où est-ce qu'on va pouvoir valoriser des choses, certaines choses les oublier, et encore d'autres en ajouter. Donc le fameux Big A dont je parlais, c'est un outil d'audit. Alors encore une fois, on n'est pas sur des audits très lourds. Le but, au contraire, c'est d'avoir la simplification la plus pure d'un audit. Et donc ce Big A, il va être drivé par les trois flèches qui le construisent.
La première qui s'appelle augmenter, celle qui descend arrêter et l'autre ajouter. Et donc ces 3 flèches, elles vont nous permettre de se dire, quand j'analyse par exemple un produit, qu'est-ce que je vais avoir envie d'augmenter? Et donc ça peut être des choses très spécifiques à l'écologie ou à l'éco-conception, mais ça peut être juste aussi des valeurs de marque qui fonctionnent, qui ont envie de montrer, qui sont quand même fortes, des valeurs d'ergonomie, des valeurs d'usage pour le consommateur, comment on va les garder ou les augmenter, versus ce qu'on va vouloir arrêter, est-ce qu'il y a trop de plastique, est-ce qu'il y a trop de pièces, est-ce qu'il y a trop de choses, et à côté, ce qu'on va vouloir rajouter, est-ce qu'on va vouloir rajouter des matériaux biosourcés, est-ce qu'on va vouloir rajouter ou changer d'autres matières. Donc c'est un peu cette idée de, quand on analyse un produit, c'est comme ça qu'on le fait. Et donc on l'a fait récemment pour un sujet qu'on a fait pour une marque du groupe Rémi Martin. Et du coup, l'idée, c'était d'analyser cette bouteille de verre, de se dire qu'est-ce qu'on a envie d'augmenter. Et donc, la première chose qui est très particulière sur cette bouteille, c'est qu'elle a une forme de poire, c'est normal, c'est une liqueur de cognac et de poire. Et donc, on a voulu vraiment la garder au maximum, elle est très atypique et c'est ça qui fait la force. Donc là, on est purement dans le registre du design et on n'est pas du tout, pour l'instant, dans la valeur d'écologie. Le blason, qui est aujourd'hui aussi une vraie force de la bouteille, on a voulu la garder. Et puis, on a voulu peut-être aussi augmenter la communication parce qu'aujourd'hui, on est face à des consommateurs, surtout dans les spiritueux, qui ne voient pas forcément les valorisations et les impacts écologiques qu'on peut avoir. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de se dire comment on peut valoriser, par exemple, le recyclage vert, valoriser que la bouteille pourrait être faite de telle ou telle manière. Donc c'est comment on va pouvoir rajouter des informations. Et comme on le dit souvent aussi, c'est cette idée de sensibiliser aussi le consommateur au travers du produit qu'on va vendre. Versus, qu'est-ce qu'on va vouloir arrêter? Typiquement, trop de poids de verre. La première chose qu'on a analysée, beaucoup de matière verte. Donc, est-ce qu'on peut alléger la bouteille pour qu'on ait une bouteille qui soit moins lourde et que globalement, on gagne sur tous les coûts, enfin sur toute la chaîne de valeur, au moment où on la produit, au moment où on la transporte et au moment où on la jette et qu'elle va finir dans des camions. Ce cachet, ce blason qui est le cachet de cire qu'on a sur la bouteille, on le trouve très iconique, on a envie de le garder. Pour autant, il est en plastique. Donc on se dit, est-ce qu'on n'arriverait pas soit à l'enlever, soit à changer de matière? La forme de la bouteille, aujourd'hui, elle avait un souci, c'est qu'elle était très peu développable, parce qu'elle a vraiment cette forme de poire. Et donc on avait un problème sur l'étiquette, on avait des problèmes de qualité, de collage de l'étiquette. Donc on s'est dit, est-ce qu'on arriverait à sortir de cette forme développable pour avoir une étiquette qui soit plus facile à poser, et donc on ait moins de rebut, parce que c'est aussi ça l'idée de la production, c'est que si on a une étiquette qui est toujours mal mise, mal pliée, mal placée, et c'est des bouteilles qui sortent pas et c'est des bouteilles qui vont en rebut, quoi. Le bouchon qui était en plastique, la jupe qui était en aluminium. Donc toutes ces choses-là aussi, on se dit, est-ce qu'on n'arriverait pas à un peu réévaluer tout ça? Et puis après, ajouter, donc est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir plus de matériaux d'origine naturelle? Est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir du bois, du liège, du papier? Est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir un nouveau système de bouchage? Là, on a cette jupe en aluminium, est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir un truc un peu plus minimaliste pour essayer d'avoir ce qu'on appelle l'inviolabilité d'une bouteille? Et puis, est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir un taux de verre recyclé dans la bouteille? Là, c'est du verre 100% vierge. On s'était dit, effectivement, on aurait bien aimé avoir un peu de verre recyclé à l'intérieur. Et donc, ce qu'on a fait, donc vous voyez l'avant-après de la bouteille. Malheureusement, on n'a pas tout fait. C'est aussi ce qui se passe souvent lorsqu'on fait un audit. On soumet des choses, mais ça passe pas toujours. En tout cas, déjà, on a réussi à remplacer le bouchon plastique par un bouchon bois et liège. Donc déjà, on est sur une matière complètement naturelle. Le cachet de cire, on l'a complètement enlevé. On l'a remplacé juste par un embossement du verre. Donc du coup, c'est juste le moule qui fait ça. Donc il n'y a aucun impact en plus de la confection de la bouteille. On a quand même réussi à enlever 70 grammes sur la totalité de chaque bouteille. Et du coup, on a intégré ce qu'on a appelé le porte-étiquette. Donc on voit légèrement sur la silhouette de la bouteille, qui nous a permis d'avoir une étiquette plus facile à coller, qui se met mieux en ligne et qui clairement améliore les rendements. Donc moins de rebut, moins de déchets in fine. Et donc on a un bilan carbone équivalent par rapport à l'ancienne de 13 tonnes équivalent CO2 par an, ce qui est déjà une belle notation. C'est une réduction, c'est ça? C'est une réduction, c'est une réduction de 13 tonnes. De 13 tonnes. Par rapport à la note de l'ancienne. Bon, ce qui est effectivement mériterait d'être un peu précisé, mais pour qu'on se rende bien compte. Et donc sur la réduction de la matière, c'est sur le verre, c'est ça? Oui, c'est sur le verre. Okay. On a allégé de 70 grammes par rapport à l'ancienne. Okay. Et le deuxième outil qu'on a appelé le 5print en honneur au footprint, si je puis dire, c'est de savoir un peu quel est l'impact l'impact des produits. Et donc, on l'a divisé en 5 parties, cet outil d'analyse, en se disant c'est un peu les 5 règles
qu'on essaye ou qu'on a envie d'intégrer le plus possible dans chacun des projets. Le premier, cette idée de se dire, recycle, c'est de dire, quand on va concevoir un produit, on va essayer d'identifier une filière de recyclage. On va essayer de créer un produit qui va être potentiellement recyclé et pas de se dire il va être jeté quelque part et on verra, il va être enfoui ou il va être brûlé. Donc déjà, c'est la première idée. Avant de concevoir un produit, on va essayer d'identifier s'il est recyclable et s'il a une fin de vie, on va dire, qui est vertueuse. Ensuite, le deuxième terme, c'est employ, c'est de se dire comment on va employer un matériau plutôt biosourcé. Donc quand je dis biosourcé, plutôt hors des énergies fossiles et plutôt des énergies renouvelables, et ou issus du recyclage. Ce qu'on voyait avec la bouteille, comment on peut avoir peut-être des produits qui sont de retour, de recycler du PET, ce genre de choses. Le troisième, c'est reduce, avec cette idée de comment on va réduire le poids, ce qu'on vient de voir avec la bouteille verte, comment on peut réduire le poids d'un produit, ou même des fois supprimer une pièce, supprimer un emballage qui n'est pas réellement important, enlever une pièce d'un mécanisme qui peut s'en passer. Enfin, voilà, comment on peut réduire les choses. Le quatrième, qui est un peu spécifique, c'est pour ça qu'il est dans une couleur très différente, c'est une forme. Et c'est cette idée de se dire, une fois qu'on aura fait tout ça, si le consommateur ne le comprend pas, si le consommateur ne le met pas dans la bonne poubelle, si le consommateur il ne sait pas pourquoi il y a eu tout cet effort, ça ne sert à rien. Donc il y a encore une fois cette idée de sensibilisation qui est extrêmement importante, de comment je vais presque informer / éduquer mon consommateur pour qu'il puisse comprendre de quoi on lui parle et pourquoi cet objet-là est vertueux. Et puis le dernier, qui est vraiment à part, qu'on appelle Rethink, c'est cette idée de comment on va créer une rupture, comment on va réussir à se dire on va tout changer. L'exemple que je pourrais donner, que j'aime bien dire, c'est par exemple, j'en ai deux. Le premier, c'est Nespresso. Alors, Nespresso, lorsqu'ils ont lancé leur petite capsule en aluminium, ça a été une révolution. Tout le monde a voulu avoir sa machine Nespresso à la maison. On a tous eu du café de qualité, c'était génial. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est rendu compte que ça faisait une pollution énorme, toutes ces petites capsules, à chaque fois qu'on faisait un café. Et donc, Nestlé s'est battu un peu corps et âme à se dire comment on va intégrer une filière de recyclage, est-ce qu'on peut intégrer la filière de l'aluminium, sauf qu'à l'époque, la filière n'était pas mature, la capsule était trop petite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 5% d'aluminium, 95% de marc de café dedans, donc du coup, c'était pas si intéressant que ça. Ça ramenait du marc de café dans le recyclage de l'aluminium, ça ramenait grosso modo, c'est pas possible. Et donc, ils se sont battus, ils n'ont pas réussi. Et ils ont eu une idée, ce que j'appelle la rupture, de dire personne ne veut de nous, on va le faire nous-mêmes. Donc ils ont créé une usine de recyclage, en tout cas en Europe, qui est basée en Hollande. Ils ont pris la logique de se dire, et c'est là où c'est génial, de se dire vu que nos consommateurs viennent que dans nos boutiques, Nespresso est vendu que dans les boutiques Nespresso, quand ils viennent acheter, un peu comme des Kendoneux, on va leur demander de ramener. Donc ils ont créé des super petits sacs sympas, ont ramené nos capsules usagées, ils ont créé leur filière avec ce cheminement logique des consommateurs, et derrière, ils ont pu faire eux-mêmes le recyclage. Et donc le marc de café, maintenant, ça devient de l'engrais, enfin du compost, et bien sûr, le recycle aluminium, qui est un matériau extrêmement vertueux pour le recyclage, mais qui demande quand même beaucoup d'énergie pour être recyclé. Donc il y a ça, et juste pour parler de produits aussi, parce que j'aime bien cet exemple-là, ce qu'on a vu arriver dans l'univers des smartphones, c'est que grosso modo, on a tous les mêmes smartphones, à peu de choses près, Apple qui se tire la bourre avec Samsung et autres, et en fait, on a un peu cette tendance de l'objet vraiment hyper ergonomique, très facile à se servir, mais très peu recyclable. On le voit malheureusement avec Apple qui nous permet pas de changer la batterie, nous permet pas de pouvoir un peu, on va dire, redonner une seconde vie à notre produit, un peu quand il est mort, il est mort. Et donc, il y a une marque qui s'appelle Fairphone, qui est arrivée dans l'univers des téléphones, qui a dit nous, on va faire tout l'inverse. Quand on ouvre une boîte de Fairphone, la première chose qu'on voit, c'est un tournevis. C'est de dire on va mettre un tournevis avec nos téléphones, on va donner toutes les pièces détachées qu'on peut donner sur le téléphone, et la personne qui veut changer son capteur de photo, il peut le changer, celui qui veut changer son écran, il peut le changer la batterie, il peut même upgrader, et c'est un peu nous ce qui nous inspire sur cette côté de durabilité, c'est pas juste dire je répare, c'est même dire si demain il y a un nouveau capteur téléphone qui est plus performant, on peut le changer. Alors bien évidemment, on ne peut pas le faire avec des vieilles versions, mais s'il y a un nouveau capteur, il est capable de l'intégrer sur l'ancienne version, le nouveau capteur photo qui va être intégré. Donc c'est aussi cette idée de durabilité, parce que tout change très vite et on ne va pas changer de téléphone à chaque fois. Et puis c'est des marques précurseurs. Qui sont hyper précurseurs. Donc c'est aussi, ils essuient les plâtres de ces nouveaux modèles qu'il faut mettre en place.
Et espérons que ça. Espérons que ça prenne. Ouais, et puis espérons que ça prenne. Enfin, moi, c'est ce que je disais, c'est que dans une autre conférence, on parlait de l'évolution du smartphone. On a vu arriver l'iPhone, qui était une révolution dans l'univers de la téléphonie. On a commencé à parler de smartphone. Il faut imaginer qu'à l'époque, et c'était pas très vieux, on n'avait que des claviers. Enfin, le meilleur des téléphones, c'était BlackBerry, avec son clavier avec plein de touches. C'était une usine à gaz pour s'en servir, ça marchait moins bien. Steve Jobs est arrivé, il nous a sorti un truc avec juste un écran, multitouche tactile, vous avez vos mails dedans, vous avez Safari pour avoir Internet, vous avez de la musique qui est le retour de l'iPad. Enfin bref, il a créé le smartphone. Enfin, ils ont créé le smartphone. Tout le monde a suivi derrière. Et aujourd'hui, on a tous les mêmes smartphones, à peu de choses près. Tout d'un coup, effectivement, est-ce que la nouvelle tendance, ce que l'on peut espérer, ne serait pas d'aller vers le téléphone modifiable, upgradable, réparable. Et effectivement, je pense que malheureusement, Fairphone n'a pas la force d'Apple. Oui, donc, il faut que Apple mette ça en place. Peut-être que voilà, il faut qu'Apple ou Samsung ou qu'il y en ait un gros qui se dise moi je suis ce que fait Fairphone et effectivement je rends ça possible. Ce serait extraordinaire. Tout ça pour dire qu'effectivement cet outil d'analyse donc du 5Print, nous c'est un outil qu'on essaie de capter, de prendre pour nos créations. Et donc là, je vous montre un projet qui est le projet d'un jug Volvic qu'on avait fait anciennement. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà toute l'analyse et tout le suivi du projet, donc de la stratégie, de l'idéation, développement et de la finalisation, pour arriver à tout le travail de modélisation. Donc nous, c'est aussi notre métier de modéliser des bouteilles, de voir comment, alors travailler avec des partenaires aussi, de voir comment on peut optimiser avec des outils comme la simulation 3D. Et encore une fois, c'est un métier clairement à part entière, et un peu comme les ACV, c'est pas nous qui le faisons, mais on le fait avec des partenaires qui font ça très bien, de voir quand on va écraser la bouteille en lui mettant tant de pression de décalnewton au-dessus de la tête, comment elle se décompose, donc où c'est qu'on doit rajouter du plastique, où c'est qu'on peut en enlever, et encore une fois, comment on arrive à optimiser une bouteille en modélisation 3D. Pour arriver à un rendu final qui est celui-ci, et de se dire que là, on va le passer au crible donc du 5Print en disant on a réussi à réduire pas mal de choses sur la bouteille, on a réduit le bouchon avec beaucoup moins d'épaisseur matière, on a réussi à enlever une pièce de plastique dans le bouchon, il y avait 4 pièces de plastique pour avoir ce bouchon qui nous permet d'avoir la fontaine, il n'y en a plus que 3. Et donc globalement, derrière, c'est aussi cette idée d'Employ, parce que Volvic a été la première bouteille 100% en RPET. Et derrière, on a essayé d'injecter aussi toute la partie craft pour se dire, on n'est plus sur du papier verge-blanc, mais on va être plus sur du papier craft qui n'a pas de couche de blanc. On est sur une seule teinte d'impression. Enfin bref, dans cette idée aussi d'alléger aussi dans le côté éco-branding et impact des encres qu'on peut avoir sur les impressions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une esthétique qui ressort du coup assez naturellement. Ouais. Sur ce type de produit. Ouais, et c'est vrai que finalement, la crainte de la marque, c'est de dire est-ce qu'on va toujours voir la marque ? Et c'est vrai que le vert sur craft, c'est quand même un contraste assez fort. Et finalement, la marque, qui elle, normalement, est très détaillée avec beaucoup de. Enfin, on voit la richesse du volcan, avec beaucoup de détails d'une prise de photo, finalement, elle fonctionne très bien comme ça. Le marketing est plutôt frileux à faire bien évoluer l'identité de la marque, de peur de perdre le consommateur. Exactement. Et du coup, qui se désengage de ses achats. Exactement. Voilà. Et l'autre sujet, qui est un autre sujet un peu différent, où là encore une fois on avait fait un audit avec notre outil du Big A, qui est pour une marque qui s'appelle Ciment, qui est une start-up française qui fait du savon. Et donc on les avait audités. En fait, c'est assez marrant parce que on allait les voir, on allait voir leurs produits, et on s'est rendu compte en fait que leurs produits étaient déjà extrêmement vertueux. Ils emballaient ça de façon très artisanale dans des papiers de soie avec juste du carton. Et en fait, c'est marrant parce que on les a audités, puis on s'est dit mais en fait vous faites super bien votre taf, donc on a quasiment rien à faire. Et on a travaillé avec eux, on a cherché et on a trouvé ça dans leur atelier. C'est tous les bidons d'huiles essentielles qu'ils ont pour faire leur savon. Et en fait, en échangeant avec eux, on s'est rendu compte que ces bidons, c'était une pollution. Alors à l'époque, dans leur ancien atelier, en plus, ils n'avaient pas de filière de recyclage parce que c'était un truc professionnel, donc il n'y avait pas forcément les poubelles poubelles de tri qui venaient jusqu'à chez eux. Ils disaient, voilà, on essaie d'être vertueux partout, mais malheureusement, ces trucs-là, aujourd'hui, c'est un déchet. Et donc, on a commencé à travailler sur un brainstorming avec eux en se disant, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Est-ce qu'on arriverait à le consigner ? Est-ce que vos fournisseurs sont prêts à consigner cette chose ? Est-ce qu'on arriverait à lui donner une seconde vie ? Est-ce qu'on arriverait à le mettre sur un packaging peut-être plus souple, qui serait moins polluant quand vous allez le jeter ? Et puis on s'est dit, est-ce qu'on n'arriverait pas à le recycler nous-mêmes ? Et donc là, on a essayé de travailler vraiment en petits silos avec des petites marques, et on s'est dit, si on pouvait le recycler, ce qui serait génial, c'est d'en faire un porte-savon pour aller dans la même lignée.
Et donc là, on a fait un workshop avec eux, on a commencé à dessiner à quoi pourrait ressembler le porte-savon, on a essayé un peu de voir les choses, et surtout on a identifié un partenaire avec qui on aurait pu travailler là-dessus, enfin avec qui on a travaillé là-dessus, pardon, qui est Precious Plastic. Et donc l'idée c'est de se dire, Precious Plastic alors c'est même pas une association, je ne sais pas comment les définir, mais c'est vraiment une action qui dit tous les plastiques sont recyclables et comment on peut réussir à valoriser au mieux les plastiques. Et en fait, ce qu'a fait, le nom m'échappe du fondateur de Precious Plastic, il a inventé 4 machines, un shredder, donc une broyeuse, une injecteuse, qui est fabricable par tous. Et donc derrière, ça a créé plein de petits Precious Plastic dans le monde entier. Une sorte de collectif un peu. Oui, c'est un collectif, t'as raison, c'est ça. C'est le meilleur terme, un collectif. Et donc on est allé voir Precious Plastic à Sartrouville, en Ile-de-France. Et donc on leur a soumis le projet. Et donc on a échangé avec eux. Et donc rapidement on s'est dit, ce qu'on voit là, on a commencé à faire un petit moule silicone, complètement, handmade. On a commencé à broyer la chose, on a commencé à voir comment ça fondait. Et puis on a réussi à faire un petit modèle de porte-savon. Et donc ce qui est assez génial à la fin, c'est qu'on se retrouve premièrement avec un produit qui est issu du recyclage, puisque c'est issu du recyclage de ce bobine, mais on est même dans cette idée de rethink, comme je disais, parce qu'on a fait d'un déchet de la marque une vraie ressource pour en faire un produit qui en plus potentiellement, vu qu'encore une fois c'est à toute petite échelle, pourrait être produit localement, sortir de temps en temps quelques porte-savons avec tous les déchets qui auraient pu être amenés. Ça restait à étape embryonnaire puisqu'on n'est pas allé plus loin, mais en tout cas la façon de le faire, de le concevoir était identifiée, la démarche était identifiée. Donc du coup, ce que j'essaye un peu de dire et ce que j'essaye un peu de faire retenir au sein de la conférence qu'on fait là, c'est que je pense que ce qui est le plus important dans l'éco-section, encore une fois à notre niveau, c'est de trouver ce côté juste produit, juste emballage, ce côté vraiment juste. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez, il n'y a pas de bonne réponse. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui, ça c'est la meilleure matière, ça c'est le meilleur produit. C'est juste de dire si on trouve le juste poids de matière, la juste matière, parce qu'encore une fois, en France, c'est juste de prendre encore une fois des ressources de bois parce qu'on a du bois, mais si on produit en Asie, prenez de l'acier, il y a des mines d'Asie, il y a des mines d'acier qui sont pas très loin, donc il y a aussi ce côté local. Une matière, elle peut être très performante à un endroit ou très peu performante à d'autres endroits en fonction de l'approvisionnement. La juste conception, donc la bonne idée de concevoir de la bonne façon, dans les bonnes usines, avec les bonnes énergies, et puis la juste fin de vie, parce qu'encore une fois, c'est cette idée de comment j'arrive à avoir un produit qui va avoir soit une fin de vie la plus tard possible, soit une fin de vie la mieux possible. C'est un peu comme nos aînés en EHPAD, il faut que ça se termine bien. On peut pas les recycler par contre. Non, ou presque. Voilà. Ok, merci Bruno. Merci pour à ta toi. présentation, qui est très riche, donc ça c'est vraiment chouette. Puis avec des approches, on voit il commence à émerger des approches qui sont différentes que juste la CV. Ouais. Donc pour ça c'est intéressant. Toi, ces différents outils du coup que tu as imaginés, tu les as imaginés comment? Tout seul dans ton coin ou c'était justement le travail du collectif? Ça a été le travail du collectif. Alors, D'accord. ça a été une volonté, j'allais dire de moi, entre guillemets, enfin la naissance était de moi. Mais effectivement, le but, ça a été d'échanger avec les membres du collectif. Ce qui est intéressant avec les membres du collectif, c'est que moi, j'ai ma vraie casquette PAC, c'est là d'où je viens, même si je suis designer produit de formation et que j'ai pu toucher un peu à tout. Mais tout d'un coup, de se dire, le 5 print, quand je l'ai imaginé, on l'a imaginé pour le pack, puis on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on peut pas être global sur les produits? Donc j'ai commencé à en parler à des gens qui font du meuble, j'ai commencé à parler à des gens qui font du produit, on va dire, un peu plus pur et dur, et on s'est dit que ça fonctionnait aussi, parce que finalement, les 5 catégories dont on parle, finalement, elles sont louables aussi bien pour un emballage que pour une paire de chaussures, que pour un téléphone, que pour n'importe quel produit. Donc clairement, le but, il a été un peu de valider avec les autres membres, de se dire, est-ce que c'est pertinent? Et oui, ça l'est. Et donc d'après, de pouvoir donner des exemples, de voir comment, là on l'a montré avec des exemples de projets qu'on a fait au collectif ou que moi j'ai fait aussi dans une vie antérieure, mais le but aussi c'est de se rendre compte qu'on peut analyser chaque produit du marché avec ce genre d'outils pour comprendre vraiment les optimisations. D'accord. Et c'est vrai que tu n'as pas présenté le collectif. C'est vrai que je suis allé très vite sur la partie intro, mais donc le collectif Alternative Design, il est né maintenant à peu près 2 ans et demi. Comme je disais, moi je l'ai voulu en se disant on veut travailler sur du design responsable.
on veut, comment dire, on veut trouver vraiment des alternatives, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Et en fait, le collectif, il s'est un peu forgé au fur et à mesure. Ça a été d'abord des rencontres, des gens. Je pense qu'il y a eu une discussion un jour avec pas mal d'anciens collègues ou d'amis dans l'univers du design, de se dire, on est tous un peu frustrés en fait de se dire oui on peut le faire, oui on peut dans nos métiers faire plus d'écologie, on peut faire des choses qui sont plus écologiques, mais mine de rien, alors à l'époque quand on en parlait c'était un peu différent, maintenant ça commence à... mine de rien, dès qu'il y a ce key driver de dire il faut que ce soit rentable, il faut que ça rapporte du fric, tout d'un coup le côté écologique on le fait un peu passer, les nouveaux matériaux, oui c'est bien mais ça coûte cher, donc il y a un peu une frustration, enfin moi c'est ce que j'avais en moi, j'en ai un peu échangé avec à l'époque des amis qui sont devenus aujourd'hui des membres du collectif et on s'est rendu compte que oui il y a cette frustration de pas avoir avoir les sujets, avoir la création qu'on a, mais finalement de temps en temps aboutir d'une souris, encore une fois d'un point de vue purement écologique. Et donc on s'est juste dit on va créer le collectif parce que comme je disais on va travailler sous forme de task force et sous forme de team quand on a un brief qui est donné par un client. Les compétences sont variées. Oui, pardon, les compétences sont variées. On a beaucoup de designers, mais on a aussi des gens qui sont plus ingénieurs sur le côté sourcing, sur le côté aller chercher des nouvelles technologies. Globalement, on est quand même 80, on est une dizaine avec 2 profils plus ingénieurs / sourcing, et puis 8 designers. Designer graphique. Et alors, voilà, ce que j'allais dire derrière, c'est que plusieurs compétences dans le design, plutôt aussi graphiste, donc de parler d'éco-branding, d'allègement d'impression, enfin toutes ces choses-là qui sont hyper importantes. Et puis après, différents domaines, je reparle packaging, mais aussi meubles, mais aussi accessoires, mais aussi plein d'autres choses. Du coup, ça fait un peu... Design Spot, c'est aussi une sorte de finalement... Ouais, vous êtes un collectif. Le collectif aussi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on avait fait appel à vous, entre autres. Et puis il y a d'autres personnes d'ailleurs, d'autres designers de ton collectif. Sur d'autres aspects. Ouais. Donc c'est cette richesse qui permet d'avoir différentes approches et du coup de pouvoir accompagner des projets d'un point de vue global. Et donc avec cette frustration qui est née et du coup qui a permis de créer ces outils pour intégrer vraiment, avoir une approche plus vertueuse. Parce qu'effectivement quand on est designer, souvent on est en bout de chaîne et du coup on n'a pas la main sur le projet et du coup on arrive à un moment où tout est joué quasiment. Ouais, bien sûr. Et donc il y a cette volonté de prendre du coup les choses un peu plus en amont et que aussi les porteurs de projets comprennent ça, que c'est important aussi d'intégrer finalement ces approches et ça, donc ça c'est un peu par rapport à la conclusion que je ferai par rapport aussi. Et l'autre point aussi qu'on a voulu, alors moi c'est un truc que j'avais travaillé de temps en temps en agence, c'est cette idée d'intelligence collective, alors dont on parle de plus en plus en ce moment, mais c'est vrai que quand on fait des réunions, le but c'est pas de dire grosso modo Bruno prend les décisions ou Michel prend les décisions, le but c'est de dire on se rassemble tous les mois, on fait des réunions et souvent, en tout cas sur les projets proactifs qu'on a, sur ce qu'on appelle nous en interne des ghost projects, qu'on a vu certains, donc comme Romy ou autres, on est tous autour de la table, alors souvent en visio en ce moment, et on dit grosso modo Romy qu'est-ce que vous en pensez, toi est-ce que tu l'achèterais, toi est-ce que ceci, toi est-ce que cela, on se pose dans la posture d'un utilisateur ou d'un consommateur, on se pose dans la posture de l'expertise qu'on peut avoir. Et du coup, il y a vraiment un échange qui se fait au travers de ces réflexions qui sont groupées, quoi. Et donc, c'est vrai qu'au lieu d'être... Enfin, moi, c'est un peu la perception que j'ai eue aussi lorsque j'étais en agence, c'est que il y a rarement toute l'agence qui est au sein des sujets, qui regarde tous les projets, et rarement on se passe les feuilles, enfin on n'échange pas. La plupart du temps, c'est une équipe plus ou moins restreinte, parce qu'on va un peu straight to the point, on va assez vite. Là, l'idée, c'est de se dire, on a du temps, vu qu'on est sur des ghost projects, enfin vu qu'on est sur des projets proactifs, et du coup on prend le temps de les développer, et on prend le temps de proposer à tout le monde d'écrire ou de mettre un peu sa patte sur chacun des projets. Okay. Donc en fait c'est comme si vous étiez des porteurs de projets. Ouais, exactement. Donc c'est un peu le message aussi qui est intéressant de passer donc, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce que tu présentes ici sur déjà cette première phase de prise de conscience avec les 2 outils que tu as cités, donc la prise du climat et Green Punch. Ouais, Green Punch, c'est ça. Et puis ensuite, cet élément qui est essentiel, c'est cette pensée cycle de vie. Donc que les porteurs de projets, donc sur la partie sensibilisation, il y a des outils qui existent, donc ils peuvent les utiliser même en interne de leur projet. Ils ont donc à avoir cette pensée cycle de vie, cette approche systémique en fait de leur solution. Et puis ensuite, il y a des outils qui permettent vraiment d'éco-concevoir. Donc vous en avez conçu quelques-uns, c'est du collectif. Il y en a d'autres qui existent, bien sûr, qui sont très intéressants à utiliser. Ah oui, sur la pensée cycle de vie, il y a cette notion d'unité fonctionnelle et de durée de vie, qui sont 2 éléments essentiels. Et puis ensuite, il y a la phase vraiment de création, qui est là la valeur ajoutée du designer,
sur comment on va pouvoir intégrer toutes ces contraintes dans la conception du produit et puis dans la formalisation et donc dans la qualité esthétique et donc de toutes ces nouvelles esthétiques du coup qui arrivent grâce à ces nouvelles approches. Complètement. Okay. Est-ce qu'il y a des questions, Noren? Non. On n'a pas de questions, ça veut dire qu'on a été super. On est bon, on a tout dit. Voilà. Mais écoutez, Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, mais je ne sais pas si les autres personnes doivent vous entendre aussi. Allez-y. J'imagine. Donc, Quentin Varro, jeune étudiant diplômé d'un master d'innovation en production végétale. Tout à fait, on se connaît. Aussi, je lance une... salut. Je lance une boîte de mobilier qui devrait allier design et pousse des plantes automatiques. Super. Voilà, ça c'est juste pour me présenter rapidement. Cocagne. Je voulais savoir comment vous choisissez les projets pour lesquels vous allez travailler. Est-ce que vous regardez qui ils sont avant d'aller travailler pour eux et d'aller faire en sorte qu'ils polluent moins, bien sûr. Mais par exemple, là, c'est l'exemple de Volvic qui m'a un peu marqué. Quand même du commerce de plastique, du commerce d'eau, et puis transporter de l'eau, c'est pas ce qu'il y a de plus vertueux. Est-ce que vous faites attention à qui est la marque avant d'aller travailler pour eux? Alors sur Volvic, l'exemple est bon. C'est que, alors premièrement, ce que je disais, c'est que Volvic est un projet que moi j'ai fait dans mon ancienne vie, donc c'est un projet que j'avais fait avec une de mes anciennes agences. Je le cite là parce que j'ai travaillé dessus et que c'est un bon exemple. C'est un projet qui a été développé par Team Creative, qui est mon ancienne agence, en mon nom. Mais là où je rebondis sur la question, c'est que effectivement, quand je suis sorti, quand j'ai créé le collectif, avant tout, je me suis dit arrêtons de travailler pour des gros groupes, arrêtons de travailler dans cette volonté de se dire, en fait, la meilleure solution serait de dire arrêtons les bouteilles d'eau. Je rejoins un peu la logique que je comprends de ta question, mais c'est vrai que tout d'un coup, on se dit, mais si on va dans ce sens-là, en fait, la société, elle nous pousse quand même. Enfin, la société est telle que des groupes comme Danone ou des groupes produisent encore. Finalement, moi, je préfère être quand même dans cette notion de se dire, on peut réussir à enlever 1 gramme de plastique, à continuer à avoir quand même des impacts minimes sur des produits effectivement qui pourraient potentiellement devoir plus exister, boire que de l'eau du robinet. Pour autant, c'est un marché, ça existe. Il y a aussi dans plein de pays du monde où on a besoin des bouteilles d'eau parce que l'eau est l'eau du robinet est quasiment imbuvable. Et donc, c'est juste cette notion de se dire, l'action qu'on peut avoir, même si c'est d'enlever 1 gramme de plastique sur une bouteille d'eau, parce qu'on l'aura bien pensé, parce qu'elle sera toujours aussi facile à prendre et à apporter, c'est déjà une action qui sera importante à nos yeux. Après, je suis d'accord que moi, le premier, je préfère travailler sur des projets comme la chaise Romy que sur des projets où effectivement l'impact d'une bouteille d'eau, elle est très forte par rapport à son apport en tant que tel. Ce qui est important de dire aussi, moi, on a eu, de toute façon, on est plutôt en phase là-dessus, Bruno. C'est peu importe pour moi l'entreprise qu'on accompagne. Ce qui est important, c'est le changement des mentalités en fait au sein des entreprises. Et pour changer les mentalités, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut prendre son bâton de pèlerin, comme on dit. Ça, et puis ces projets-là sont une opportunité aussi pour leur faire découvrir des nouvelles façons de travailler, des nouveaux outils qui permettent d'avoir vraiment cette prise de conscience des impacts sur l'environnement. Et c'est pas en y allant en frontal qu'on va faire changer les choses. Enfin, et du coup, ça reste des opportunités. Alors bien sûr, ça va se faire sur le long terme, même s'il y a une certaine urgence. Mais on est obligé, à mon avis, de passer par là pour éviter une crise majeure. Pour que les gens, si les personnes n'ont pas conscience en eux-mêmes de l'intérêt de ces démarches et de le fait qu'il faut faire attention à notre environnement, on va être en conflit et on ne va pas être en partenariat pour avancer dans ces projets. Tu rebondis bien et c'est exactement la notion qu'on a, c'est que, je me répète, mais effectivement, même si on a un impact très faible, mais sur un produit qui sera déjà moins impactant que ce qu'il était avant, c'est déjà un changement de mentalité pour les équipes. Et je pense que Danone, encore une fois, on peut le décrire beaucoup, fait beaucoup de changements dans ce sens-là. Et c'est quand même déjà quelque chose d'extrêmement vertueux d'avoir des impacts les plus faibles possibles pour leurs emballages.
Et Quentin, donc, parce qu'on se connaît, je pense que aussi le projet a évolué, le projet Cocagne a évolué. Il a évolué dans le bon sens et c'est grâce à ces discussions qu'on a eues ensemble. Je pense, même si tu avais, voilà, je sais que tu as ça en toi, mais du coup le projet avance dans le bon sens. Donc ça et on voit que oui, même si à la base il y a peut-être des choses à améliorer. On peut aussi changer radicalement les choses dans un projet pour être encore plus vertueux. Et ce qui est le cas, je crois, avec ton projet. Donc ça, c'est très très chouette. Et au Design Spot, on est très content de t'accompagner par de petites touches, mais voilà, c'est toujours très intéressant de travailler avec des étudiants entrepreneurs comme toi. Petit message personnel. D'ailleurs, du coup, pour rebondir là-dessus, j'ai vu que dans la chaise Romy, du coup, il y avait du PEHD recyclé. Ouais. C'est ça, j'ai cru connaître. Quel est votre avis sur ce matériau et sur son impact? Alors, nous aujourd'hui, on se rend compte que le plastique, il est encore assez, j'allais dire, important. Je ne sais pas si je peux dire important, mais en tout cas, de quoi? Présent. Ouais, présent. C'est que et du coup, si on reprend encore une fois toute cette vie du packaging, on en a beaucoup aussi en consommation, donc beaucoup en déchets pour dire clairement les choses. Donc oui, le plastique c'est quand même extrêmement vertueux. En fait, le plastique en tant que tel aujourd'hui, on le pointe du doigt comme quelque chose d'extrêmement polluant. J'ai toujours tendance à dire le plastique il pollue pas. Le problème du plastique c'est l'homme. C'est que c'est l'homme qui le fout dans les océans, c'est l'homme qui en fait n'importe quoi et c'est l'homme qui le surproduit, qui le laisse à cette idée d'usage unique. Et en fait, l'idée c'est de se dire si on arrive à créer effectivement un plastique recyclé avec du recyclage, que ce soit du recyclage de consommateurs ou du recyclage industriel, déjà on arrive à être certes plus vertueux et à garder quand même un matériau qui est génial, un matériau qui est sur des épaisseurs aussi fines que l'assise Romy. Je ne vais pas dire forcément plus vertueux ou plus résistant que du bois, mais presque d'un point de vue usure ou d'un point de vue casse. Le plastique il va pouvoir, alors encore une fois je parle avec des guillemets, mais potentiellement être peut-être plus résistant que du bois. Mais après, forcément, il a un impact qui est beaucoup plus fort. Donc moi, ce qui m'intéresse quand même dans ces plastiques recyclés, c'est qu'effectivement, il faut trouver des moyens de les produire avec qu'ils soient recyclés, enfin issus du recyclage ou qu'ils soient en tout cas le plus vertueux possible, mais d'avoir encore des polymères qui sont extrêmement résistants, qui peuvent se mettre dehors, qui peuvent être bien lavés. Enfin voilà, il y a toute cette notion, encore une fois, que d'un point de vue durabilité, et c'est aussi le problème de son recyclage, c'est que le plastique est super durable par essence. C'est pour ça qu'aujourd'hui il pollue énormément la Terre, c'est qu'il est tellement durable qu'il ne se décompose pas, quoi, et qu'il pollue nos océans, qu'il pollue nos terres, et qu'on le retrouve partout. Parce que par essence, ce plastique, il a une durée de vie quasiment illimitée. Donc si on le met sur une chaise extrêmement durable, puisque c'est le but de cette chaise Romy, je pense que ouais, c'est assez vertueux. Ah, d'accord, super. Ça, je vous rejoins totalement là-dessus. Merci. Du coup, ça me conforte dans l'idée de l'utiliser. Super. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors si on n'a pas d'autres questions, on va terminer donc, cette conférence. Cette conférence était enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur notre site internet, sur le site du Design Spot et sur notre chaîne YouTube. Voilà, et puis je vous invite à du coup regarder aussi les autres sujets qu'on a pu traiter. Voilà, il y a plein d'autres conférences qui ont été enregistrées. Et puis on vous retrouve donc semaine prochaine donc, pour la conférence Maple. Jeudi à 13h30 sur un retour d'expérience. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Bruno merci pour à toi. ta participation et merci à l'équipe Design Spot qui est derrière, Lorraine et Clément. Ouais. Merci. À bientôt. À bientôt.